Bienvenue sur Agora. L'univers est immense et l'on ne parviendra probablement jamais à le sonder en entièreté. Aujourd'hui, nous avons décidé de voyager au-delà d'elle. Nous allons tenter d'aller en exploration dans d'autres mondes afin d'y découvrir les secrets cachés. Mais avant que nous prenions départ, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. En partant des théories les plus grandes scientifiques, nous étudierons notre galaxie en profondeur, avant de faire un saut vers le multiverse. De même, vous aurez la possibilité de vérifier chacune de nos affirmations en consultant les sources qui se trouvent en bas en description de la vidéo. Si vous êtes prêts, alors commençons. Einstein confirme la théorie d'expansion de l'univers. Jusqu'au début des années 1921, l'un des plus grands physiciens de l'histoire, Albert Einstein, soutenait l'idée selon laquelle notre univers était statique. Ce n'est qu'au cours de l'année qu'il a brusquement changé d'avis et a fini par accepter la théorie d'expansion de l'univers qui est toujours d'actualité jusqu'à ce jour. Pour de nombreuses personnes, le changement de perspective serait l'œuvre de l'astronome américain Edwin Hubble. En effet, ce dernier aurait montré aux physiciens les observations de décalage de la lumière vers le rouge lorsqu'elle est originaire des galaxies lointaines. C'était en effet à l'époque une preuve que ces planètes s'éloignaient vraiment les unes des autres. Toutefois, ce n'est pas vraiment cela qui a fait changer d'avis à Einstein. La situation est bien plus complexe. Le changement de point de vue qui a été enregistré au niveau du scientifique est le résultat final d'une longue suite de plusieurs consultations, de même qu'un processus de réflexion assez tortueux. Entre les années 1915 et 1917, le physicien a énoncé la théorie de la relativité générale en se fondant sur le modèle d'un univers non seulement statique, mais également homogène. Il a même procédé à l'introduction d'une nouvelle constance cosmologique qui possédait une valeur ayant pour effet de créer une contrebalance de l'effet de gravitation. Il s'agissait là d'une erreur très grave qu'il a lui-même reconnue car il l'a surnommée plus tard « plus grande bêtise de ma vie ». Durant de nombreuses années donc, Einstein a farouchement combattu contre l'idée d'un univers qui change, bien qu'il y eut à l'époque de nombreuses publications qui allaient en son encontre. En 1922, un physicien russe du nom d'Alexandre Friedman a démontré que les équations défendues par Einstein étaient viables dans un univers qui évolue et qui s'expand. Puis quelques années plus tard, en 1927, l'astrophysicien belge Georges Lemaître, connu comme l'un des pères de théorie du Big Bang, a aussi tiré la conclusion que notre univers était bel et bien en expansion. Il a en effet réalisé une combinaison idéale entre la relativité générale et diverses observations astronomiques fournies par Hubble. Toutefois, le scientifique n'a pas immédiatement adopté la proposition. Il a fallu attendre encore près de 4 années, en 1931, pour que dans un rapport qui a été communiqué à l'Académie des sciences de Prusse, Einstein annonce officiellement qu'il accepte finalement la théorie d'un univers en expansion. L'année suivante, 1932, il se met en équipe avec l'astronome et physicien hollandais Willem de Sitter, afin de proposer un modèle dans lequel l'univers était continuellement en expansion. Jusqu'à la fin des années 90, les astronomes étaient tous d'accord avec cette théorie. Nous serions donc dans un univers qui est en pleine expansion, occasionné par Big Bang initial, mais qui est toutefois menacé d'être stoppé ou ralenti par la gravité. L'histoire poursuit son cours, et plus tard, en 1998, des mesures effectuées sur des supernovae assez lointaines ont révélé que la vitesse de récession des galaxies par rapport à la Voie lactée serait en train d'augmenter au fil du temps. Il s'agit d'une découverte très importante, car elle a même été récompensée par le prix Nobel de physique en 2011. On passe ainsi d'une vision traditionnelle de l'univers en expansion à une nouvelle vision où l'univers est plutôt en expansion accélérée. Cette accélération tirerait ses sources d'une mystérieuse énergie noire ou sombre qui a la possibilité de produire une force répulsive qui contrebalance directement le freinage gravitationnel qui a été produit par la matière contenue au sein de l'univers. Jusqu'à ce jour, la nature exacte de cette énergie sombre n'est toujours pas connue, même si plusieurs théories existent déjà. La plus simple d'entre elles est la fameuse constante cosmologique qui a été introduite par Einstein et que ce dernier considère comme une erreur. L'univers est fini. Voilà une question qui subsiste et revient très souvent lors des débats scientifiques. Peu importe la réponse, elle ne sera pas si facile à digérer, soyez-en sûrs. En effet, si l'on se rend compte qu'elle est bien finie, alors nous ferons face à un vrai paradoxe, comme l'avait déjà notifié dans le passé le grec Archytas des Tarente. Car une fois qu'on sera à la limite, qu'aurait-il de l'autre côté si ce n'est pas un autre univers ?
Toutefois, si la réponse était non, cela voudrait évidemment dire que notre univers est peut-être infini. Or, si l'infini est un concept fondamental en mathématiques, il n'est pas tout à fait accepté par les physiciens. En effet, d'après Jean-Philippe Uzan, le directeur de recherche en cosmologie à l'Institut d'astrophysique de Paris, lorsqu'une théorie est étudiée en physique et qu'elle débouche sur un résultat à l'infini, on peut alors penser qu'elle n'est plus tout à fait apte à permettre une description du monde. Il poursuit en déclarant que dans la mécanique défendue par Galilée, la vitesse pouvait s'avérer infinie. Mais depuis le développement d'Einstein, il est désormais clair qu'aucun objet n'a la possibilité de se déplacer au-delà de la vitesse de la lumière. Si l'on sondait l'univers, on se rendrait quand même compte qu'au bout de plusieurs dizaines de milliards d'années-lumière, nous parvenons à la frontière de l'univers que nous avons la possibilité d'observer. C'est lui qui contient l'ensemble de tous les astres dont la lumière nous est parvenue depuis le Big Bang qui s'est produit il y a environ 13,9 milliards d'années déjà. En effet, il s'agit tout simplement d'une boule au centre de laquelle nous sommes, et qui possède un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. Bien que cette sphère soit en expansion continue, elle est bel et bien finie. Au-delà d'elle, nous ne disposons d'aucune information, car pour nous parvenir, celle-ci devra voyager plus vite que la lumière, ce qui, vous le savez, n'est pas évident. Cependant, les chercheurs pensent qu'il est bien possible d'imaginer un tant soit peu à quoi ressemble l'univers global, si on supposait que les propriétés que possède notre petit coin d'espace-temps étaient une représentation du grand ensemble. Que l'univers veuille être fini ou pas, Jean-Philippe Uzan pense que tout dépend de sa courbe. Dans le cas où la courbe serait positive, notre univers a donc une forme sphérique et donc un volume nécessairement fini. Cependant, si on obtenait une courbe négative de sa part, l'univers serait alors hyperbolique. Enfin, si la courbe est nulle, nous vivons dans un univers euclidien, et donc plat. Dans les deux derniers cas, il est évident que nous sommes dans un univers infini. Or, l'allure de la courbe est en fonction non seulement de la quantité de matière baryonique, mais également de celle de matière noire qui est contenue dans l'univers et qui définit les caractéristiques de l'espace-temps. De même, il faut tenir compte de la constance cosmologique qui a été introduite dans les équations par Einstein lors de l'établissement de la relativité générale. L'ensemble de ces informations peuvent être obtenues à partir des propriétés du fond diffus cosmologique qui est connu comme étant la toute première émise par l'univers près de 380 000 années après le Big Bang. En 2013, le satellite Planck est parvenu à le cartographier avec une certaine précision qui a permis de déterminer approximativement la valeur de la courbe. Au premier résultat, elle n'était pas passée loin de zéro. Lorsqu'on tient compte de la marge d'erreur, elle était aussi bien légèrement positive que négative. Cependant, en novembre 2019, une nouvelle étude qui s'est fondée sur l'interprétation des données de Planck a été publiée. D'après elle, les données obtenues révèlent une courbe positive avec une marge d'erreur de 1%. Même si ce résultat mérite d'être confirmé, Jean-Philippe Uzan souligne qu'il ne faut pas exclure l'idée d'un univers sphérique. Peu importe, la théorie de l'inflation qui fait une description de l'augmentation exponentielle de la taille de notre univers, au moment du Big Bang, traduit qu'à l'échelle de l'univers observable, on obtiendrait une courbe assez faible. À l'image d'une sphère très bien dilatée jusqu'au niveau de sa surface, l'horizon a l'aspect d'être plat. L'univers fini en contiendrait d'autres infinis. Admettons un instant que notre univers soit sphérique, et ainsi donc fini. Vous vous diriez sûrement qu'il y naît là un paradoxe lié au bord de l'univers. Eh bien figurez-vous que non. Si nous vivons dans un univers avec une courbe positive, il est vrai qu'il est fini, sauf qu'il ne possède pas de bord, car il s'agit d'une triple sphère ou hypersphère. En effet, essayez de concevoir la sphère comme la surface à 2 dimensions d'une boule qui a 3 dimensions. De façon analogique, l'hypersphère est un objet qui a 3 dimensions, mais qui entoure une boule disposant de 4 dimensions. N'essayez pas de visualiser un tel phénomène, cela est impossible. Que vous soyez à l'intérieur d'une sphère ou d'une hypersphère, tout trajet en ligne droite que vous effectuez vous ramène immanquablement à votre point de départ. Autrement dit, un voyageur qui file droit devant lui finira par revenir sur sa planète de départ une fois qu'il aura fait le tour de l'univers. Cependant, l'hypothèse ne révèle pas tout. En effet, plusieurs classes topologiques, ou si vous voulez, plusieurs formes, correspondent à chaque type de courbure. Lorsqu'elle est à 2 dimensions, toute sphère fait partie de la même classe que toutes les formes ovoïdes. De la même manière, il est tout à fait possible qu'une hypersphère dispose de plusieurs formes sans qu'aucune d'entre elles ne possède de bord et sans qu'elle n'ait un volume identique.
De ce fait, même lorsqu'elle est positive, une courbe laisse de grandes interrogations sur la vraie étendue de l'allure dont dispose notre univers, sans considérer également le fait qu'il est toujours possible d'avoir un univers hyperbolique. Quel parti prendre donc? Comment trancher? À l'heure actuelle, Jean-Philippe pense que cela ne serait pas possible. Si on se base sur les instruments de mesure et d'observation dont nous disposons à ce jour, il suffit que l'univers global dispose d'un volume supérieur à celui de notre planète de 15% pour que nous ne puissions plus distinguer l'espace fini d'un univers qui, quant à lui, est infini. Or, si on se fonde une fois de plus sur les données fournies par le satellite Planck sur le sujet, nous serions face à un univers qui est plus grand à 92% au moins, le multiverse. Cela dit, même si notre univers était réellement fini, il pourrait très bien contenir d'autres univers qui se révéleront très vite comme étant infinis. Le concept de l'existence de plusieurs univers, généralement connu sous le nom de multiverse, a vu le jour durant les années 80. À l'époque, en effet, certains astrophysiciens avaient tenté de donner une explication au phénomène d'inflation. D'après l'une des méthodes et hypothèses qui étaient employées, il y en avait une qui revenait à comparer l'inflation à une transition de phase à l'image d'une eau qui entre en ébullition. En effet, lorsque l'eau bout, on peut percevoir des bulles de vapeur microscopiques qui se forment au sein du liquide, puis se rassemblent et prennent plus de volume. C'est donc de cette manière que les premiers modèles d'inflation ont été interprétés par les chercheurs. Les petites bulles de l'espace-temps grossissent donc sous l'influence de la constante cosmologique. Lorsque certaines bulles se rencontrent, le phénomène s'emballe et on obtient une boule de plus grande taille qui n'est rien d'autre que notre univers. Ainsi, l'idée de petites bulles qui se forment hors de notre univers observable ne serait pas totalement fausse. Et si vous essayez de voir les choses en grand telles qu'elles sont, vous vous rendrez compte que nous nous trouvons dans un univers, mais autour de ce dernier, plusieurs autres univers continuent de naître, un peu comme des excroissances. 100 milliards fois 2000 milliards d'étoiles dans notre univers. N'imaginez pas l'impossible s'il vous plaît. Les astronomes n'ont pas compté les étoiles de l'univers une par une pour obtenir de tels chiffres. Il ne s'agit que d'une estimation qui a été faite. Tout d'abord, vous devez comprendre que notre univers contient un nombre bien fini d'étoiles. En observant le ciel par les nuits claires, il est possible d'apercevoir et compter environ 6000 étoiles. Mais celles que vous parvenez à observer ne représentent qu'une infime portion des étoiles présentes. Les autres sont en effet assez loin pour que vous puissiez les observer à l'œil nu. Toutefois, cela n'empêche pas de faire une estimation qui a révélé qu'il y a près de 200 trilliards ou 200 000 trillions d'étoiles au total. Vous l'imaginez bien, cette estimation se fonde quand même sur des bases solides de l'astronomie. Dans un premier temps, en effet, il a fallu déterminer le nombre de galaxies présentes dans l'univers. Ainsi, à cette étape, les scientifiques prennent des photos très bien détaillées de petites portions du ciel. Une fois que c'est fait, ils comptent le nombre de galaxies qu'il leur est possible d'y observer. Ce chiffre est par la suite multiplié au nombre de photos requises pour photographier le ciel en entièreté. Grâce à ce procédé donc, les scientifiques ont estimé qu'il y a environ 2000 milliards, soit 2 billions de galaxies au sein de tout l'univers. Suite à cela, la deuxième étape consiste en la détermination du nombre d'étoiles présentes dans la Voie lactée. En effet, il faut maintenant savoir le nombre d'étoiles que contiennent l'ensemble de ces galaxies, ce qu'il ne peut évidemment pas être fait en les comptant une à une, surtout que la majorité des galaxies sont difficiles à observer, car elles sont trop loin. Toutefois, une fois de plus, il est bien possible de faire une estimation du nombre d'étoiles qui se trouvent au sein de la Voie lactée. Nous la connaissons déjà mieux, et nous maîtrisons un tant soit peu cette diversité. On sait par exemple qu'il y a des naines jaunes à l'image de notre soleil, des étoiles assez grosses qui tendent même vers le bleu à l'image de Vega, et même des étoiles beaucoup plus petites et rouges comme Proxima Centauri. Or, il est possible de mesurer la quantité de lumière qui est émise par ces différentes sortes d'étoiles, et par conséquent de faire une estimation du nombre d'étoiles que contient la Voie lactée. C'est une méthode très simple qui a permis aux scientifiques de découvrir qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. À la troisième étape, enfin, il ne reste plus qu'à faire la multiplication. En prenant la Voie lactée comme une base, il suffit de multiplier le nombre d'étoiles qu'elle contient par le nombre de galaxies qui seraient présentes dans l'univers. On obtient alors 100 milliards fois 2 billions de galaxies, ce qui donne 200 trilliards. Le nombre est si grand qu'il est même difficile à imaginer. Pour en avoir une idée plus simple, retenez juste que cela fait 10 fois le nombre de verres d'eau qui sont nécessaires pour remplir l'ensemble des océans de notre planète. Combien de planètes dans notre univers ? Pour donner réponse à une telle question, il faut d'abord savoir ce qu'est réellement une planète.
En effet, une planète n'est rien d'autre qu'un corps céleste qui tourne autour de son soleil, qui possède une forme arrondie à cause de sa masse et dont l'orbite n'entre pas en interférence avec d'autres orbites. C'est d'ailleurs à cause de ce dernier point que depuis 2006, Pluton a perdu son titre de planète. Bien qu'elle réponde aux deux premières conditions, son orbite interfère avec celle de Neptune. Nous disposons donc à ce jour de 8 planètes au sein de notre système solaire. Il s'agit de Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et enfin Neptune. Même si Pluton n'est plus considéré comme une planète, les scientifiques affirment qu'il est possible que, dans les années à venir, le nombre de planètes passe une fois de plus 9. Il s'agira en effet d'une planète qui porte pour le moment le nom de planète 9. Si elle n'est toujours pas ajoutée à la liste des autres, c'est parce que les scientifiques ne sont pas encore parvenus à l'observer, vu qu'elle est trop éloignée de notre position. Et c'est d'ailleurs la planète la plus distante du Soleil, et son existence a été pressentie à travers les calculs mathématiques qui ont été faits par une équipe d'astronomes. Un œil est donc gardé sur les nouvelles découvertes dans le domaine afin de voir si on devrait ajouter une nouvelle planète à la liste de celles qui existent déjà. Si on essayait de voir les choses en plus grande, les récentes études ont révélé que notre Voie lactée, à elle seule, contiendrait environ 160 milliards de planètes. L'univers est assez vaste et vous l'avez sûrement remarqué une fois de plus à travers la présente vidéo. Que ce soit les planètes, les galaxies ou encore les étoiles, il est possible d'en compter des millions, voire des milliards. Qu'en pensez-vous donc de tout cela? À votre avis, les scientifiques parviendront-ils un jour à la sonder en entièreté? Laissez-nous vos réponses en commentaire et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser une mention j'aime à la chaîne en vue de nous encourager. Partagez également la vidéo autour de vous afin que vos proches également soient informés. Et pour le moment, disons-nous à la prochaine sur Agora pour un nouveau voyage dans l'espace.